Hello tout le monde, on se retrouve pour la vidéo bilan lecture du mois de novembre. Le mois est passé à une vitesse folle, carrément, si vite que j'ai pas lu grand chose encore une fois, j'ai pas eu le temps, mais elle s'est bien rattrapée, donc c'est parti. Je commence avec mes suites de séries de manga avec le tome 3 de Distress. C'est un nouvel arc qui commence dans ce tome-là. Ça se met en place, mais il y a des nouveaux personnages, il y a une nouvelle intrigue et sûrement de nouveaux problèmes avec un nouvel antagoniste également. Donc ça me plaît toujours autant. En plus, la direction que ça a pris, je m'y attendais pas du tout. Donc c'est très surprenant. C'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi drôle et franchement, vivement la suite. J'ai lu en one-shot La Mal-Aimée de Kim Dong-hwa. C'était la première fois que je découvrais le travail de cet auteur. C'est un recueil d'histoires courtes, donc la plupart des histoires, en tout cas la première moitié, ça m'a pas totalement convaincue. Je trouvais ça assez inégal. En plus, la première histoire, elle est assez perturbante avec un enfant qui tombe amoureux d'une femme adulte et qui croit qu'ils vont avoir un bébé ensemble. Enfin bref, c'est très spécial. Mais passé à peu près la moitié du tome avec l'histoire des marins, là je me suis dit ah ouais, il y a des histoires qui sont vraiment très très chouettes. C'est poétique, c'est plein de bonnes valeurs. Ça met en tout cas en valeur la femme et par exemple son indépendance, son émancipation. À une époque où en Corée, à l'ancienne, la femme c'était à la cuisine. C'était quand même dans l'ensemble très très cool avec un dessin parfois assez simple, old school et la page d'à côté c'était très détaillé. Donc très très cool, en tout cas ça va pas gêner. Donc si vous avez envie de découvrir l'auteur, ça peut être une très très bonne porte d'entrée. Évidemment ce mois-ci, il y a quand même un petit Jiro Taniguchi, mais qu'est-ce que vous croyez? Avec Skyhawk qui change un peu des dernières lectures de l'auteur que j'avais faites. Ici on est sur une ambiance western avec deux samouraïs qui se sont enfui du Japon pour arriver aux États-Unis. Donc voilà, le contexte change énormément. Notre personnage principal, il va trouver en pleine nature une indienne en assez mauvaise posture et il va lui venir en aide. J'en dis pas plus, mais c'était très très cool. En plus, vous avez ce mélange des cultures entre des samouraïs japonais et les Indiens. Ils vont adopter nos deux samouraïs et surtout voir leur mode de vie. C'était très très cool. En plus, vous avez après des problèmes qui arrivent avec les Américains qui veulent récupérer certaines terres. C'est très bien mis en scène, le dessin. Est-ce que je le dis qu'encore une fois, c'était très très beau. En tout cas, ça m'a bien immergé dans cet environnement-là, alors que l'ambiance western, que ce soit en manga, en BD ou même en film, ça a jamais été trop ma tasse de thé, mais sur celui-ci, ça a très bien fonctionné. Et malgré sa petite taille, épaisseur, j'ai mis beaucoup de temps à le lire, donc franchement, c'était très très cool et je vous le recommande. Un petit coup de cœur, c'est un excellent recueil d'histoires courtes avec Passeur d'âme de Golo Zhao. Déjà à l'intérieur, c'est en couleur, c'est magnifique. Moi, je suis totalement fan de son trait et de sa colorisation. Et on va y suivre plusieurs histoires, plusieurs personnages. Et évidemment, la thématique principale, c'est la perte de nos proches, mais surtout, où est-ce qu'elles vont leurs âmes ensuite. Et notamment avec un personnage qui est donc ce passeur d'âme, qui va aider les âmes en peine, les âmes égarées à retrouver la lumière. C'était extrêmement bien fait. Vous avez même des petites histoires courtes qui sont en plusieurs parties, donc vous avez vraiment le temps de vous attacher aux personnages, de comprendre un peu leur passif. J'ai adoré, je pense que c'est vraiment une lecture coup de cœur. C'est simple, je l'ai commencé à 23h, je n'ai pas réussi à m'arrêter et je me suis couchée très tard, donc c'est pour dire. C'était vraiment une pépite, pareil, très poétique. Après moi, c'est une thématique que j'aime bien, l'après, la mort, on va dire. Et tous les personnages sont attachants. Il y a juste la dernière histoire sur vraiment le passeur d'âme qui part un peu en cacahuète, que j'ai trouvé un peu plus compliqué à suivre et à comprendre. Alors que toutes les précédentes histoires étaient simples, efficaces, mais très belle. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais à redire. Mais en tout cas, si vous le voyez d'occasion ou pas, franchement foncez parce que c'était une super lecture. Je vais passer rapidement sur le premier titre dont je vais vous parler car il s'agit du chien qui voulait voir le sud, Takashi Murakami. On a fait une vidéo où on s'échange des mangas et bon, je le redis, ça n'a pas été un coup de cœur, ça a plutôt été un blop. Ça ne m'a ni déçu ni transcendé, mais je suis quand même très curieuse de découvrir le reste du travail de l'auteur. Je pense que c'est sur celui-ci
où ça a pas été assez approfondi dans les personnages, mais je pense que sur les autres un peu plus. Donc il me tarde de découvrir ça. D'ailleurs, vous aviez été nombreux à nous recommander des titres de l'auteur et notamment Pinot, Lia émotionnel, dont on avait entendu des avis qui étaient plutôt mitigés. Mais bah écoutez, vous êtes beaucoup à nous avoir dit que il était vraiment très chouette et que les personnages étaient super développés, donc bah il n'y a plus qu'à maintenant. Hein. Faut qu'on aille se le procurer. Évidemment, ça va de pair avec le premier tome de Blue Flag que Morgane m'avait fait lire. Je n'ai lu que le premier tome pour l'instant. Pareil, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez voir nos réactions un peu plus approfondies. C'était sympa à lire. Très rigolo. Après, bon, ce carré amoureux, voilà, j'ai pas envie de me ruer sur la suite. Mais ça reste une très très bonne lecture à faire, donc on verra bien. Je prends mon temps, mais je vais pas tarder quand même à lire la suite. Ensuite, j'ai fait un petit focus sur des mangas français qui traînaient dans ma mangatech. Et quelle bonne idée j'ai eue, parce que je me suis pris 3 claques dans la tête. C'est vraiment 3 ovnis qui, je trouve, sortent vraiment du lot, avec Dream Maker, Red Flower et mon petit chouchou, Run to Even. Celui-là, préparez-vous parce que la lecture va vous retourner. Hein. Que j'en dis pas plus, je vous invite à aller voir la vidéo. Mais en tout cas, c'est vraiment 3 ovnis. Il faut vraiment soutenir nos créateurs et nos auteurs français. Donc allez-y et franchement, faites-moi confiance sur ces 3-là. J'ai aucun doute que ça devrait vous plaire un minimum parce que c'est vraiment très qualitatif. J'ai également fait la découverte d'un auteur qui a son petit nom dans le monde du manga, Taiyo Matsumoto, avec Le rêve de mon père. Je prépare une vidéo, donc je n'en dis pas trop. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis agréablement surprise. Je m'attendais pas à m'habituer aussi vite à son dessin qui est très particulier. On va pas se mytho. Mais franchement, la profondeur du récit, elle m'intéresse énormément. On est sur une relation père-enfant assez compliquée. Et franchement, c'est quand même pas mal. Hein. J'avoue que ça me surprend. Et bah franchement, je pense que je vais bientôt me procurer sa prochaine œuvre qui m'intéressait même un peu plus que celle-ci. C'est Ping Pong. Parce que là, le baseball, c'est moins un sport qui me plaît, alors que le ping-pong, ça me toucherait un peu plus. Donc voilà, je vous invite à suivre la chaîne parce qu'il y aura bientôt une vidéo sur ce titre. En nouvelle série commencée, j'ai lu le premier tome de Vie d'ensemble. C'est aux éditions Naban et ça a été très 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 recommandé par Mangakam. Entre celui-ci, Vie d'ensemble, et La règle de 3, je pense que si vous suivez un minimum sa chaîne, vous en avez entendu parler un nombre incalculable de fois. Je me suis laissée tenter et franchement, je suis pas déçue. C'est exactement comme il l'avait expliqué. C'est une relation entre 2 hommes qui ne sont ni amis ni amants. Ils habitent ensemble, ils cassent les codes de ce Japon qui nous paraît hyper technologique et avancé et finalement qui ne comprend pas comment 2 hommes qui se connaissent pas trop et qui en plus disent qu'ils ne sont pas ensemble, comment ils peuvent habiter ensemble, une colocation, quoi, qu'est-ce que... Je ne sais pas. C'est très sympa. Honnêtement, c'est super... c'est très chill. Il se passe vraiment pas grand-chose. Mais c'est vraiment la définition du slice of life, du tranche de vie. C'est des gens ordinaires qui ont une vie ordinaire et je trouve ça vraiment super. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à aimer autant. Et les dessins sont vraiment très très beaux. J'aime beaucoup parce qu'il y a cette esthétique un peu de shoujo que moi j'aime beaucoup dans les slice of life en général, très doux, très rond. Ouais, non, franchement, très surprise. Je vous avais demandé de me choisir ma prochaine série de manga à lire et je crois que vous avez fait un excellent choix. Déjà, Hikaru no Go, tome 1. J'ai mis le pied enfin dans le monde du Go. J'en entendais tellement parler de ce titre et franchement, bon déjà, édition magnifique. Dessin à l'intérieur, c'est magnifique. Et on y suit Hikaru qui, dans son grenier, va découvrir un vieux jeu de Go. Mais lui, il en a un peu rien à carrer de ce jeu. Et pourtant, un esprit va en sortir et prendre un peu possession, en tout cas squatter dans la tête d'Hikaru. Parce que lui, il a trop envie de rejouer à ce jeu. Il était professeur à l'époque. Et forcément, Hikaru, bon, pour lui faire plaisir, vite fait, et surtout en échange d'un bon compromis, il va se prendre au jeu peu à peu et faire ses premiers matchs. Je sens qu'il y a un potentiel de ouf et j'ai trop hâte de me dévorer cette série. Après, un tome, ça vous tient quelques minutes de lecture, donc franchement,
tranquillement, je vais savourer. Et c'est vrai que c'est très très fort, surtout pour nous Européens, d'arriver à nous donner envie de nous intéresser à ce jeu qu'on connaît pas du tout. Vous avez évidemment les règles qui sont expliquées, mais c'est pas non plus bourrage de crâne et ça te prend pas trop la tête. Donc franchement, ça démarre très très bien. Donc merci à vous parce que je pense que vous avez fait un excellent choix. On passe au BD et évidemment je me suis lu un petit conte des cœurs perdus avec Héloïse et les larmes de givre. Elle est très très fine mais assez efficace. On va y suivre Héloïse qui est une nymphe on va dire et avec tout son petit village ils vivent dans la forêt. La nature est bien mise en avant etc. Et ils ont une coutume c'est-à-dire que ils préfèrent rester entre eux pour éviter les moindres des dangers. Sauf que Héloïse elle son tempérament c'est la quête de la liberté à fond, elle a envie d'explorer le monde. Malheureusement, c'est assez mal vu. En plus, il y a un petit mystère avec ses parents et elle est vue un peu comme l'intrus du village, mais elle arrive quand même à avoir des amis jusqu'au jour où elle va faire la rencontre d'un être très étrange qui est en fait le cœur de la montagne. Je n'en dis pas plus, mais ça va évidemment provoquer et amener une grande aventure. C'était très très mignon et graphiquement c'est magnifique. Il y a des jeux de lumière qui vraiment m'ont sauté aux yeux entre les arbres, les petits rayons et tout. Genre j'ai trouvé ça très très beau. Je connaissais déjà l'illustratrice de toute façon et j'aime vraiment beaucoup son trait. Loïc Clément au scénario a fait quelque chose d'un peu différent cette fois, mais il y a toujours une très belle valeur à l'intérieur, une très belle morale. Donc franchement, penchez-vous sur cette collection des cœurs perdus parce que je pense que pour l'instant ça réussit en tout cas pour nous à chaque fois et surtout sur ces deux auteurs, surtout sur Loïc Clément qui fait beaucoup d'œuvres et sur Justine Cuna qui a notamment fait Dans les yeux de Lia que je vous recommande, voilà, si je peux caler ça entre parenthèses. Et j'ai également lu un conte des cœurs perdus, Chaussette, qui est une histoire, on va dire histoire parallèle, une histoire qui va se mélanger avec Jeannot, qui est un autre conte des cœurs perdus, d'ailleurs le premier que tu as découvert. Et encore une fois, Loïc Clément et sa femme, Anne Montel, nous ont donné une histoire très courte, mais très intense, avec beaucoup de messages. Dans ce livre, on va y suivre Josette, cette petite dame et son chien, Dagobert. Mais ils ne sont pas seuls dans cette histoire, il y a aussi Merlin. Merlin est un petit garçon et on va suivre l'histoire justement dans les yeux de Merlin, qui observe cette petite dame et son chien faire la même chose tous les jours. Aller dans le parc, faire le même parcours, aller à la boucherie, écouter sans plus ce que le boucher dit, commander toujours le même nombre de saucisses, dont une pour Dagobert, et ressasser encore et encore et encore la même chose tous les jours, et ça le fascine un petit peu. Et évidemment, ça c'est que le début de l'histoire, et je ne peux pas vous en dire plus, parce que pareil, il y a une morale qui est très intense. J'avais pu en discuter un petit peu avec Anne Montel quand je l'ai rencontrée pour faire dédicacer justement Chaussette, et c'est extrêmement bien fait. Comme Anne me le disait, elle essaye, elle, quand elle dessine, et de toute façon Loïc Clément aussi, de faire des livres comme eux auraient envie de parler à leurs enfants de sujets importants. Mais dites-vous que pour un très jeune public, c'est une très bonne manière d'aborder des sujets importants. Et je pense qu'avec tous les contes des cœurs perdus, il y a toujours une morale, et c'est ça qu'on adore dans les contes des cœurs perdus. Là, on va bientôt être à court, donc va falloir faire quelque chose. Va falloir faire quelque chose, hein. Mais foncez sur cette collection chez Delcourt. Loïc Clément est toujours au scénario et à chaque fois il fait appel à des dessinateurs, dessinatrices tout aussi talentueux les uns que les autres. Donc allez-y, foncez. Ensuite, j'ai lu Un dernier été au cimetière de Santa Matita. Alors comme on me l'avait très bien dit, c'est une histoire assez étrange, assez particulière, puisqu'on va y suivre une famille qui arrive dans un cimetière et qui va s'installer dans son caveau familial. Oui, puisque comme d'autres personnages à l'intérieur de ce livre, pendant les grandes vacances de l'été, au lieu d'aller à Saint-Tropez ou à Bali, non, eux, ils vont passer l'été dans un cimetière. Ça paraît très étonnant, mais derrière, évidemment, que ça va soulever la question des souvenirs, de la mémoire qu'on doit conserver et alimenter pour nos proches. Le dessin est un peu particulier, je dois dire que ça m'a parfois un peu perturbée parce que, je sais pas si on verra dans les planches, mais des fois les personnages n'avaient pas d'œil. Tu vois, soit les cheveux, soit c'était assez étonnant, mais pourquoi pas. Et évidemment, nous on va y suivre plus particulièrement une maman qui a perdu récemment ses parents
et qui vient dans son village natal et donc dans son caveau familial avec son mari et son enfant. Pas forcément un coup de cœur parce qu'il y a des petites choses un peu perturbantes et je pense que j'aurais même préféré que ça aille un peu plus loin. Je trouve que l'idée de base, elle est assez chouette. Évidemment, on va y parler de deuil et surtout qu'en fait la mort, ça fait partie de la vie, hein, aussi bizarre que ce soit. Mais voilà, il faut quand même parfois savoir l'accepter et tout simplement, on fait pas tous notre deuil de la même façon. Et vous avez des personnages, par exemple, qui sont là alors que tous leurs voisins aimeraient qu'ils dégagent. Voilà, je dis pas pourquoi. Mais le drame arrive. Quand l'annonce est faite, le cimetière ne sera plus accessible et on ne pourra plus y passer ses vacances. Et donc là, il y a beaucoup de personnages qui s'affolent et que ça rend très très triste. Mais voilà, les souvenirs, c'est aussi dans la tête, c'est dans le cœur. C'est pas forcément parce que tu viens tout le temps au cimetière que tu n'oublies pas tes proches. Non, non, ça se fait tous les jours. Donc voilà, c'était quand même une très très belle morale. Je recommande. Petit coup de cœur avec Interlude de Céline Pieters et Célia Ducaju. J'avais craqué surtout pour la cover, mais en fait à l'intérieur c'était un récit historique mais tellement intéressant, ça m'a donné envie de regarder des documentaires et de lire plein d'autres titres sur ce thème-là, puisqu'en fait on va y suivre des soldats à une époque où on ne peut plus fabriquer d'instruments de musique, puisque tous les matériaux, le fer, etc. c'est exclusivement consacré à la guerre. Il y a eu quand même une année où ils ont carrément livré des pianos sur les champs de bataille. Et voilà, cette thématique autour de la musique qui va carrément redonner un peu de chaleur, un peu d'espoir à ces soldats, elle est extrêmement bien faite dans ce livre. Vous avez d'un côté, quand ils sont au front, des couleurs froides, très bleu, blanc, et dès que quelqu'un se met à jouer du piano, tout de suite, tout le monde danse, tout le monde chante, les couleurs deviennent plus chaude, chaleureuse, c'était vraiment très très bien fait. Je savais même pas que ça avait vraiment été ça la réalité parce que c'est basé sur une histoire vraie. À la fin, vous avez même des images d'archives et des petits extraits d'articles quand ils avaient interviewé les compagnies, les entreprises qui avaient créé ces instruments. Ces instruments, ils étaient faits couleur des uniformes des soldats pour passer inaperçus. Et on va y suivre une petite troupe en particulier qui, une fois qu'elle a reçu son piano, elle veut plus du tout le lâcher. Et bien au contraire, ils vont même déplacer ce piano à 3 en le portant pour l'emmener ailleurs où toute la troupe doit être déployée. Donc c'était très très intéressant, très touchant. J'adore moi les récits de guerre et en plus je trouve que là, apporter cette notion de musique qui ravive un peu les cœurs, c'était excellent. Bon, dans un autre thème, un autre registre, parce que évidemment j'ai pas lu grand chose et en plus je me suis pas pris la tête avec des lectures. J'ai lu Dans la peau d'une bolosse de Lelay aux éditions Exemplaires. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Beaucoup de rire, beaucoup de moments où je me suis dit tiens, on dirait moi. Et c'était très très sympa parce que toute la première partie c'est vraiment du gag BD sur une page ou maximum 2, et la deuxième partie c'est un peu plus l'histoire de Lelay qui avait ce rêve d'écrire une BD et qui retrouve dans des cartons ses premiers dessins et part dans le passé et on la retrouve plus jeune avec des copines et des personnes qui n'en sont pas également, et c'est trop chouette, j'ai vraiment adoré. Il y avait vraiment une dimension à laquelle je m'attendais pas du coup à la fin du livre, parce qu'on a vraiment une histoire plus personnelle qui dure sur le dernier chapitre et c'était trop bien. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur son Instagram sur lequel elle poste régulièrement des dessins aussi. N'hésitez pas à vous procurer le livre parce que franchement c'est un moment hyper cool à passer, c'est que de la rigolade. Contrairement au livre suivant que Vanessa va vous montrer. J'ai donc fait une lecture, je vous le dis déjà, qui était bouleversante, avec Oscar et la Dame Rose. On va y suivre Mamie Rose, qui va relire les lettres d'Oscar, un jeune enfant malade, qu'il a écrit notamment en pensant à Dieu, puisque Oscar est atteint d'un cancer et il vit assez mal l'injustice de la maladie, mais aussi la réaction de ses parents qui ne le voient plus du tout comme avant, qui prennent beaucoup de pincettes. Et donc Mamie Rose, pour un peu lui remonter le moral, elle va lui proposer d'écrire ses lettres en imaginant que chaque journée représente 10 ans de sa vie. Donc voilà, il va écrire sa première lettre, voilà, à la fin maintenant j'ai 10 ans. Ensuite il va très vite passer à l'adolescence.
on va y voir d'autres personnages, d'autres malades. Ce que j'ai trouvé extrêmement bien fait dans ce livre, c'est qu'à aucun moment on se situe dans un hôpital. C'est-à-dire qu'on est toujours chez Mamie Rose. C'était bourré de tendresse. La relation entre ces deux personnages, franchement, elle m'a retournée. C'est une relation qui de base, bah voilà, c'est professionnel à patient. Évidemment, vous en doutez, ça va aller bien au-delà. Oscar, c'est un enfant très jeune mais qui se montre tellement mature et j'ai trouvé ça absolument génial. Évidemment, je vous le cache pas, ça a un petit goût amer comme lecture, il faut s'y attendre, mais ça m'a complètement donné envie de découvrir le roman d'origine. J'en aurais des choses à dire, je pense que je pourrais parler de ce livre pendant encore 1 heure, mais vous allez arrêter de m'écouter. Je vais juste vous inviter à vous le procurer, en plus c'est sublimé par des dessins magnifiques. Je sais pas, tu sens de l'espoir, de la tendresse, il y a tout dans ce livre. Beaucoup de choses que j'ai aimées. Ça a ce petit côté innocent, doux et en même temps cruel quand, par exemple, son médecin n'ose pas lui dire les choses en face. Oscar, il a beaucoup de colère et donc voilà, ces lettres, elles vont l'aider à un peu exprimer ses émotions. Et le personnage de Mamie Rose, il est également très intéressant puisque au début, voilà, elle va un peu faire jouer son imagination, faire croire aux patients qu'elle est une ancienne catcheuse. Et enfin voilà, elle essaye de leur redonner le sourire. Franchement, c'est ma lecture préférée du mois et je vous le dis d'avance, c'est un énorme coup de cœur, même de mes lectures de cette année. Achetez-le, mais voilà, si vous êtes un petit cœur tout mou ou quelqu'un d'assez sensible, prépare-toi. Bon, pour passer au roman, j'en ai lu 2, mais le premier, je ne vais pas vous donner le titre, pas vous donner l'autrice, je ne vais pas le tenir dans les mains, car je ne veux pas donner du crédit et faire de la publicité pour ça. Littéralement. Je me suis dit que voilà, j'avais lu beaucoup de livres de cette collection, que sûrement ça me plairait. En lisant le résumé, je me suis dit « Oh bon, ça a l'air d'être un peu une quête. » Je me suis dit « Ça va nous parler d'un ado rebelle. » Voilà, pas du tout. J'ai été choquée de ce que j'ai lu. Je ne comprends pas que le seul message de trigger warning, ce soit un pauvre petit message nous disant certaines phrases peuvent heurter la sensibilité de jeunes lecteurs. Non, j'ai 28 ans, j'ai été choquée par ce que j'ai lu. On ne s'attend pas du tout au long du livre à lire une scène d'une telle violence et à aucun moment on nous avertit de cette thématique et de cette scène qui va nous arriver en pleine figure. Très grave, c'est très dur et ça a été une lecture ma foi très peu sympathique. Heureusement qu'elle était très courte, en 80 pages. Rendez-vous compte la colère que j'ai en 80 pages d'un livre. Eh oui Michel, j'ai lu un roman avec le tome 2 des Mémoires de la forêt de Michael Brintarnou, illustré par Sanoé toujours. Alors, il me semble pas qu'on en ait déjà parlé sur la chaîne, donc pour vous faire juste imaginer dans quel monde on vit dans ce livre et dans cette saga, on y suit tout simplement Archibald Renard qui est le libraire de Belle Écorce. Dans sa librairie, il n'y a que des tomes uniques. Donc voilà, il n'y a pas plusieurs exemplaires, etc. Non, non, non. Dans le premier tome, il y a une histoire qui est extrêmement bien racontée et très touchante. Et dans celui-ci, qui m'a paru un peu moins bien, le premier tiers, ou en tout cas beaucoup plus lent. Et en fait, à la fin, je me suis dit, non, en fait, c'est trop bien. C'est trop bien. Notre libraire préféré reçoit la visite d'un loup, Célestin Loup, qui va tout simplement lui dire, preuve à l'appui, qu'il n'est pas le vrai propriétaire de la librairie. Et là, c'est le drame parce que lui, c'est plus qu'un métier, c'est sa passion, c'est sa vie. Et forcément, il a besoin d'explications. Et il va remonter dans le passé de sa famille pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. D'ailleurs, comment la librairie est née. Et c'était très très chouette. En plus, il va être accompagné de son neveu et ils vont résoudre des petites enquêtes, partir à la recherche des carnets secrets du grand-père d'Archibald. C'était très très chouette. Franchement, même si j'ai eu un peu de mal à me mettre vraiment dedans, une fois le tiers passé, je me suis dit mais c'est tellement bien fait, tellement bien raconté. C'était quand même un peu moins prenant que le premier tome, je trouve. Ou en tout cas, ça m'a moins touchée, mais il n'empêche que l'histoire est très belle, mais toujours avec un petit côté tragique, hein, évidemment. J'ai trouvé ça vraiment chouette et il me tarde de découvrir le tome 3. Je me suis relancée dedans, ça faisait 1 an que j'avais pas remis les pieds à Belle Écorce.
Et franchement, je me demande comment j'ai pu passer autant de temps parce que c'est vraiment trop chouette. En plus, vous avez toujours ces animaux qui sont attachants. Cette ode à la nature, et c'est trop bien fait et les illustrations sont magnifiques. C'est une saga jeunesse qui, je trouve, n'est pas si jeunesse et qui peut plaire aux petits comme aux grands. Donc franchement, foncez. Et ensuite, mon deuxième et dernier roman du mois, j'ai lu 10 sur 10 de Delphine Pessin. C'est un livre que j'ai énormément aimé. On va y suivre Dylan qui a 14 ans et qui est dyslexique. Il a toujours une scolarité très particulière et un jour, pour plusieurs raisons, il décide de ne pas dire dans sa nouvelle école qu'il est dyslexique. Parce que quand on a le diagnostic, on peut avoir des choses qui sont mises en place dans différentes écoles pour aider avec ce trouble. Malheureusement, étant donné que le monde n'est pas vraiment au courant de ce qu'est la dyslexie et de n'importe quel trouble 10 de manière générale, les accompagnements sont mauvais, sont mal faits et n'aident absolument pas notre cher Dylan. Donc il va décider de ne plus le dire parce que de toute façon, qu'il le dise ou pas, ce sera la même chose. Il se fera toujours engueuler parce que il a des mauvaises notes, parce que il est pas assez attentif, parce que parfois il répond à côté de la plaque. De toute façon, qu'il mette les professeurs au courant de ce trouble, il ne sera pas compris, il ne sera pas aidé comme il le faudrait. Pour son père, il n'est pas handicapé. Et oui, c'est juste de la fainéantise. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup d'enfants 10 subissent au cours de leur vie. Et Dylan va rencontrer une nouvelle professeure de français avec qui ça va très mal se passer. Dès le début, il va y avoir des soucis. Au bout de quelques semaines, cette professeure va comprendre qu'il y a quelque chose en plus chez Dylan qui fait que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est simplement un mauvais accompagnement et elle va le forcer un petit peu à faire et aimer le théâtre. Vraiment, comment le théâtre en l'occurrence ici, mais ça peut marcher pour n'importe quel centre d'intérêt, n'importe quel hobby, peut faire en sorte de pouvoir mieux se focaliser, mieux se focus sur les choses et peut-être les faire avec un peu plus de soin, même si de toute façon ça ne change pas tout à la dyslexie, mais peut-être un peu plus au niveau de la compréhension. Si on travaille sur quelque chose qui nous plaît, on va le faire avec un peu plus de soin, avec un peu plus d'envie et de passion, et ça va forcément jouer sur la finalité de la chose. J'ai trouvé ça super juste, super beau, même si les premières pages m'ont vraiment fait grincer des dents, et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette représentation encore, on va encore nous sortir des clichés, et finalement c'est très bien fait. Je vous le conseille, n'hésitez surtout pas, c'est un chouette livre à offrir, même à des parents qui comprennent pas trop. C'est vraiment un très chouette bouquin que je recommande à 100%. Sur ce, on espère que la vidéo t'a plu, que tu as encore noté peut-être des petits titres à rajouter sur ta wishlist. En tout cas, n'hésite pas à nous dire en commentaire tes meilleures lectures du mois. Et nous, on te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.